Un cas véritablement tordu en provenance d'Afrique du Sud qui a déclenché une frénésie médiatique et qui exaspérera tout être humain décent. Une femme semble disparaître dans l'air un matin dans ce qui devient l'un des cas de véritables crimes les plus notoires du pays. L'Afrique du Sud, le pays le plus au sud du continent, est connu pour sa beauté naturelle époustouflante, sa riche faune et son histoire complexe. Juste 30 ans après la fin de l'apartheid, cette nation arc-en-ciel lutte toujours avec les effets de son passé. Bien qu'elle se vante d'une riche diversité de cultures, de langues et de ressources naturelles, elle a malheureusement également des taux de criminalité relativement élevés. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent vivre dans des communautés sécurisées et fermées. Et c'est dans l'une de ces communautés que notre histoire se déroule. Au fait, saviez-vous que l'Afrique du Sud est le seul pays au monde à avoir 3 capitales ? J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Nous sommes le 21 avril 2015. Tôt le matin, 6 heures, et Charis Swanepoel est en route pour aller chercher son amie proche et collègue, Jade, pour aller au travail. Les 2 femmes sont enseignantes au lycée pour filles de Rebi College à Utenaga, Jade enseignant l'éducation physique. Pour économiser de l'essence, elles avaient décidé de faire du covoiturage pour se rendre au travail au lieu d'utiliser leurs 2 voitures tous les jours. Cette semaine, c'est au tour de Charis Swanepoel de conduire. Leur routine habituelle était que Charis enverrait un message à Jade lorsqu'elle quittait la maison et Jade l'attendrait à l'extérieur de son complexe fermé de Stellan Glen à Kabega Park, Port Elizabeth. À cette heure matinale, Jade était généralement la seule à l'extérieur de la porte, sans personne d'autre aux alentours, à part quelques travailleurs domestiques se rendant à leur travail. En tant que professeur, elle portait souvent son sac d'ordinateur portable et ses livres scolaires. Aujourd'hui était légèrement différent. Charis Swanepoel a envoyé un texto à Jade pour la prévenir qu'elle s'arrêtait vers 6h20 pour faire le plein d'essence. Comme il bruinait, elle a proposé de venir chercher Jade directement chez elle, mais Jade a répondu que ce n'était pas nécessaire. Une petite bruine ne la dérangeait pas et elle attendrait à leur endroit habituel. Juste avant 6h25, Charis Swanepoel a envoyé un texto pour dire qu'elle était en route, mais ce message est resté livré, non lu. Arrivant aux portes à 6h33 du matin, Charis a été surprise de ne pas voir son amie l'attendre. Elle a regardé autour d'elle, mais n'a pu la voir nulle part. 1 minute après, Charis a envoyé un service de messages courts à Jade, suivi de plusieurs appels sans réponse allant sur la messagerie. Elle a même essayé le fixe, mais a vite raccroché, se rappelant que Chris, le mari de Jade, travaillait de nuit dans sa boîte de nuit et devait sûrement dormir. Mais avec le temps qui passait et aucun signe de Jade, Charis a finalement appelé Chris directement sur son téléphone portable et il a décroché après quelques sonneries. Elle lui a dit que Jade n'était pas apparue à la porte, à quoi il a répondu « Que voulez-vous dire ?» Elle est partie travailler. Charis a insisté sur le fait que c'était impossible puisque Jade savait qu'elle venait la chercher. Chris a alors dit « Attends, je te laisse entrer. » La recherche. Lorsque Charis a croisé Chris devant chez elle, il a tout de suite senti que quelque chose clochait. Ils ont sauté dans sa voiture pour fouiller les alentours du complexe. Sur le chemin, ils ont croisé et arrêté une fourgonnette de police, leur expliquant qu'ils cherchaient la femme de l'homme, se rappelle Charis. Ils ont roulé aux alentours, pensant que Jade s'était peut-être évanouie en route. Personne n'était à la porte, la voiture de Jade était sur le parking. Son ordinateur portable, téléphone et sac à main manquaient, indiquant qu'elle était partie travailler. À 7h du matin, les parents de Jade, Michelle et Derek Hinks, ont reçu un appel de Chris. Il leur a dit que Jade avait disparu en attendant son amie et qu'il n'avait pas réussi à la joindre. La sœur de Jade, Tony, qui était à la maison ce matin-là, se souvient de l'expression inquiète de sa mère lorsqu'elle a appris l'appel et réalisé que Jade avait vraiment disparu. Alors qu'ils allaient chercher Derek au travail, Chris a prévenu la police de la disparition de sa femme. Le sergent détective Aldrey Kuhn a été le premier officier sur les lieux, rencontrant les Ings, Chris et Charis Swanepoel alors qu'ils fouillaient le complexe. La famille a expliqué que cela ne ressemblait pas du tout à Jade. Elle avait envoyé un texto à son amie quelques minutes avant l'heure prévue de son arrivée. Sans trace de Jade, le détective Kuhn a aidé la famille à signaler immédiatement sa disparition. L'organisation locale de personnes disparues, Pink Ladies, s'est impliquée immédiatement, diffusant des affiches et des messages sur les réseaux sociaux. Vu le taux élevé de criminalité en Afrique du Sud, d'aucuns ont présumé que Jade aurait pu être volée en patientant hors du complexe. Le vol semblait plausible, mais l'enlèvement ? Ce serait un enjeu risqué pour de petits criminels, attirant une attention médiatique et policière malvenue.
Jade était mariée à une famille d'affaires bien connue, donc si c'était un enlèvement, cela pourrait être lié à une rançon. Mais personne ne voulait attendre pour le savoir. La famille était déjà en panique. Chris a ensuite découvert quelque chose d'inquiétant en consultant le compte en banque de Jade sur leur portable. À 7h25 du matin, 3500 rand, soit environ $200, avaient été retirés de son compte à un distributeur automatique. Le cœur de tout le monde a chuté. Cela semblait confirmer que Jade était entre les mains de quelqu'un d'autre et qu'ils utilisaient sa carte bancaire et son code numéro d'identification personnelle comme un compte bancaire ouvert. La police savait que ce n'était pas Jade qui retirait l'argent. Juste après la première transaction, une tentative de retrait de 3000 rand a été refusée. Jade connaissait sa limite quotidienne et n'aurait pas tenté de retirer à nouveau un montant supérieur à un guichet automatique. Désespéré, le père de Jade, Derek, s'est rendu à Quannabul suite à un tuyau concernant un retrait à un distributeur automatique près de la place Nujoli par une succursale de KFC. Jusqu'à 13h, plusieurs autres tentatives de retrait à différents distributeurs ont échoué. C'était comme si ces criminels ne comprenaient pas que répéter la même action ne changerait pas magiquement le résultat. N'est-ce pas la définition de la folie ? Désespérée mais déterminée, la famille a offert une récompense de 50 000 rand, soit un peu moins de $3000, pour le retour en sécurité de Jade. La nouvelle de sa disparition s'est répandue comme une traînée de poudre, avec des titres comme « Jade Panayatou, 28 ans, disparaît à l'extérieur de son immeuble résidentiel ». Peu de gens savaient que cette affaire allait bientôt exploser, devenant l'une des plus grandes affaires criminelles d'Afrique du Sud. La nation entière retenait son souffle, espérant le retour sain et sauf de Jade. Mais comme vous pouvez déjà le soupçonner, malheureusement, cela n'était pas destiné à se produire. Je suis Victor, votre hôte d'Anatomie des crimes. Rejoignez-moi alors que nous comprenons et reconstruisons les détails de cette affaire infâme. Au fil du temps, tout le monde espérait désespérément un appel, peut-être même un appel de rançon à ce stade. N'importe quoi serait quelque chose. Pendant ce temps, la police a examiné les images de la automate de teller lors du premier retrait. Ce n'était pas Jade à la machine. Ils ont réussi à prendre une photo claire de l'homme retirant de l'argent à 7h25 du matin. Le suspect a poursuivi ses essais sur plusieurs distributeurs jusqu'à 12h55, dans la région de Quannabul. Cependant, l'horodatage du distributeur était incorrect et l'homme capturé sur caméra n'était pas celui ayant effectué le retrait à 7h25 du matin, retrait. Néanmoins, la recherche a continué. Puis, apparemment de nulle part, la police a reçu un appel inattendu. Une femme vivant dans une ferme près de Quannabul a signalé avoir entendu des coups de feu vers 8h ce matin-là. Elle a décrit avoir entendu une voiture s'arrêter à un carrefour, plusieurs coups de feu, puis la voiture s'éloigner rapidement. Elle n'avait pas contacté la police de suite, mais après avoir vu Jade aux infos, son instinct lui a dit que ça pourrait être lié. La police a commencé à fouiller la zone le jour même, mais la nuit est tombée rapidement. Une recherche à pied avec des chiens a débuté dans l'obscurité totale du terrain dense. Chris a rejoint la recherche, emmenant avec lui un employé de sa boîte de nuit, l'attendant Sionnet, un videur, pour aider. Ils ont dû interrompre les recherches à 23h pour la nuit. La famille de Jade a passé une nuit d'angoisse à attendre de ses nouvelles. Chris les a rejoints et a dormi dans la chambre de Jade. Les Ings s'inquiétaient aussi pour lui car il semblait bouleversé, constamment au téléphone. Chacun tentait de se soutenir face à l'inquiétude croissante. Deuxième jour de recherche, 22 avril 2015. La recherche a continué sans relâche. La police est revenue dans la zone de broussailles denses où des coups de feu avaient été signalés la veille, espérant toujours trouver une trace de Jade, bien qu'ils craignent désormais le pire. Un hélicoptère et les ailes aériennes de la police ont rejoint les recherches au-dessus de Quannabul. Peu après, ils ont repéré un élément suspect et ont averti l'équipe au sol. À 10h du matin, ces craintes ont été tragiquement confirmées. Le corps de Jade avait été trouvé. Le sergent détective Kuhn est arrivé rapidement sur place, découvrant 28 ans étendue au sol. Elle était morte depuis un moment avec une blessure par balle évidente à la tête. Sa sœur cadette, Tony, et son fiancé faisaient partie de l'équipe qui a retrouvé le corps de Jade. Cette image déchirante entrait Tony pour toujours. Mais qui mettrait fin si froidement à la vie d'une enseignante appréciée pour seulement $200 ? S'il ne s'agissait que d'un vol, il l'aurait probablement laissé partir. Et c'est ici, mes amis, que le vrai mystère commence à se résoudre.
Marilyn Woods, directrice de l'école, a qualifié Jade d'âme aimante avec une passion profonde pour l'enseignement. Jade était quelque chose de spécial. Je l'ai enseignée quand elle était une petite fille ici à Rébik, et elle enseigne avec nous depuis 2008. Pour elle, enseigner était plus qu'un travail, c'était une vocation et une passion, a déclaré Woods. Jade enseignait en 7e année ainsi que l'orientation de vie pour les classes de 4e à 7e. Woods a noté que les étudiants et les enseignants étaient profondément affectés par la nouvelle de sa disparition et encore plus dévastés par la nouvelle de sa mort. Jadelyn Ings est née le 22 novembre 1985 et a grandi dans une famille unie et aimante. Elle était très proche de sa petite sœur, Toni, et de ses parents, Michelle et Derek Ings. La passion de Jade pour les animaux l'a poussée à faire du bénévolat pour leur bien-être, où sa compassion a eu un impact durable sur la communauté. Jade a rencontré Christopher Panayotou, le fils d'une famille grecque bien connue qui possédait des entreprises à Port Elizabeth. Jade et Chris ont commencé à sortir ensemble à l'université. Après l'obtention de leur diplôme, Jade est devenue enseignante et Chris a ouvert une boîte de nuit et copossédé un supermarché. Finalement, le couple s'est marié, honorant les souhaits de la famille de Chris pour une cérémonie orthodoxe grecque. Les photos du mariage révèlent un couple éperdument amoureux, prêt à débuter leur vie à deux. D'après ce que disent les amis, la famille et les collègues, Jade n'avait pas d'ennemis. Le docteur Kevin Furet a réalisé l'autopsie de Jade Ings le 23 avril 2015. Il a découvert que Jade avait été touchée par 3 balles et a conclu que la cause du décès était cohérente avec des blessures par balle à la tête et à la poitrine. En plus du rapport post-mortem, l'expert en balistique, le capitaine Gideon Olivier, a conclu la séquence d'événements suivante. Le premier coup de feu a probablement été tiré alors que Jade tentait de s'échapper. Son dos tourné vers le tireur. Ce coup a pénétré dans son dos et a perforé son poumon gauche. Elle s'est ensuite légèrement tournée en courant, faisant face au tireur alors qu'il tirait une deuxième fois. Cette deuxième balle a sectionné sa moelle épinière, la paralysant de la taille vers le bas. Le docteur Forêt a déterminé qu'à ce stade, Jade aurait perdu le contrôle de ses jambes et se serait effondrée. Malgré les blessures traumatiques, il a conclu que les 2 tirs auraient pu être survivables avec des soins médicaux immédiats, mais le tireur ne s'est pas arrêté là. Le 3e, dernier et indéniablement fatal tir a été effectué alors que le tireur se tenait au-dessus d'elle. Ce tir a frappé le côté gauche de sa tête et elle est morte presque immédiatement. Des résidus de tir ont été trouvés sur ses mains, suggérant qu'à ces derniers moments, elle a peut-être tendu la main vers l'arme, suppliant peut-être pour la miséricorde, un détail qui ajoute une couche particulièrement froide et dérangeante au récit. Certains de ses doigts montraient aussi des signes d'écrasement, détail à suivre. L'équipe a noté que ce schéma, 2 tirs dans le corps, 1 dans la tête, est une technique de tir classique utilisée par les assassins professionnels. Les enquêteurs ont pris cela et d'autres détails, comme le fait que Jade portait encore ses bijoux et sa montre coûteuse, comme preuve que ce n'était pas un vol. Si les agresseurs ont retiré de l'argent de son compte bancaire, pourquoi n'ont-ils pas pris ces objets de valeur ? Jade était à l'extérieur de son complexe de maison de ville depuis moins de 5 minutes lorsqu'elle a été enlevée. Si les témoignages sur le moment des coups de feu étaient le précis, elle a été tuée dans la demi-heure suivant son enlèvement. Elle n'avait pas été agressée sexuellement et il ne semblait y avoir aucune autre raison pour qu'elle soit kidnappée et éliminée de cette manière. Si les agresseurs voulaient sa carte de retrait, ils auraient pu l'agresser directement dans la rue. Un pistolet pointé sur elle aurait suffi pour qu'elle donne son code numéro d'identification personnelle. L'enlèvement et le meurtre étaient des comportements très risqués, bien trop importants pour des criminels ordinaires à la recherche d'un gain rapide. La famille de Jade et la communauté ont été dévastées par la brutalité de son meurtre, mais qui voudrait la mort de Jade et pourquoi ? Quelques jours plus tard, le 28 avril 2015, les funérailles de Jade ont eu lieu. Ce rassemblement était considérable et très émouvant. Presque tout le monde qui a essayé de parler de leurs souvenirs de Jade a lutté à travers leur chagrin, mais leur chagrin partagé a apporté un sentiment d'unité dans leur amour pour elle. Puis, Chris Panayotou s'est approché du microphone, délivrant ce que beaucoup ont décrit comme un éloge funèbre magnifique et sincère. Voici un extrait de ses paroles. « Jade n'est pas partie. Elle est partout. Jade réside dans le vent comme une force élémentaire. Elle m'a fait sentir comme l'homme le plus chanceux. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle l'a abandonné là-bas. Jade était une épouse superbe. L'amour était vide. Je pouvais vivre sans Jade.
Jade était mon ébauche pour être meilleur. Jade me maintenait en mouvement. Le public était ému. Connu comme un homme direct, on ne s'attendait pas à ce que Chris soit poétique. Pourtant, ses mots ont résonné avec tous les présents. Les détectives ont continué à suspecter un assassinat en contactant des informateurs dans la communauté. Dans des cas comme ceux-ci, un réseau d'informateurs est essentiel, et ici, il s'avérerait vital. Les gestionnaires d'informateurs ont averti que le meurtre allait entraîner un examen approfondi de la zone. Ils ont appelé quiconque ayant des informations sur des personnes se cherchant des tueurs à gages à se manifester. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un nom émerge. Le 27 avril, les détectives ont appris qu'un homme avait cherché à engager un tueur à gages. Mais le nom les a surpris. C'était Lutando Sioni, le videur qui travaillait pour Chris Panayotou. Grâce à cette nouvelle piste, les détectives ont approfondi leur enquête sur les cas de Lutando et Chris. Chris avait déjà été interrogé 2 fois, une fois après la disparition de Jade et une autre fois après la découverte de son corps. Mais rien n'avait attiré l'attention, aucun signe d'alerte. Cependant, alors qu'ils interrogeaient Lutando, des détails surprenants ont commencé à émerger. Confronté aux preuves, Lutando a craqué et avoué qu'il avait effectivement engagé quelqu'un pour le meurtre de Jade, mais qu'il n'avait pas orchestré le coup pour lui-même. Il servait d'intermédiaire pour son patron, Chris. Les détectives étaient prudents. Lutando pourrait essayer de détourner le blâme en pointant du doigt Chris. Ils l'ont pressé pour un motif, pourtant Lutando a maintenu que c'était la vérité et qu'il pouvait le prouver. Il a proposé d'appeler Chris et de le faire avouer au téléphone. Les détectives ont accepté ce plan et ont mis sur écoute le téléphone de Lutando. Le jour suivant, le 28 avril, le jour de la commémoration de Jade, Lutando a appelé Chris juste avant qu'il ne doive prononcer son éloge funèbre sincère. Chris a répondu mais a vite raccroché, reconnaissant le numéro et disant qu'il ne pouvait pas parler. Il a dit à Lutando de ne plus appeler et qu'il le contacterait après la commémoration. Les détectives étaient désormais en alerte maximale. Comme vous le savez, Chris a prononcé l'une des plus belles oraisons funèbres pour sa bien-aimée épouse. Mais, comme on le découvrirait plus tard, il ne l'avait pas écrite lui-même. Il l'avait copiée de Charles Atkins, un homme qu'il avait écrite pour sa propre défunte épouse. Chris a juste changé le nom de l'épouse de Charles en Jade. C'était juste l'une des nombreuses fissures dans l'image soigneusement façonnée de Chris. Mais jusqu'où pouvait-il vraiment aller ? La communauté allait bientôt avoir un aperçu choquant de la dépravation de son esprit. Le jour après la commémoration, le 29 avril, la police a organisé une rencontre entre Lutando et Chris dans un véhicule équipé d'un dispositif d'enregistrement. Ils espéraient de recueillir plus de preuves pour soutenir l'affirmation de Lutando, mais ce qu'ils ont obtenu était plus que ce qu'ils avaient prévu. Voici les extraits les plus critiques de leur conversation enregistrée. Pour organiser la réunion, Lutando avait supplié pour de l'argent prétextant le besoin de discrétion. Chris a accepté de le rencontrer dans un garage du coin. Vous entendrez du bruit de fond car le moteur de la voiture était en marche mais j'ai nettoyé l'audio du mieux possible, désolé d'avance pour les petites erreurs de sous-titres. À plusieurs reprises pendant le court clip, Chris est vu regardant en arrière comme s'il vérifiait un fil. Il m'a appelé et il m'a dit que la police était chez moi. Ouais, donc comme tout changeait, mais pourquoi la police te poursuit? C'est ce que je ne sais pas. Je pense qu'il y a un informateur quelque part. Ton ami. Ouais, sérieusement. Ont-ils dit quelque chose? Non. Même eux, ils sont en fuite. Oh, c'est ça. Ouais. Bien, je leur ai dit qu'ils ne devaient pas être ici. Où vont-ils? Je ne sais pas. Ils ne me l'ont pas dit, j'ai même changé mes partenaires. De même, ouais, mais tu dois le changer à nouveau maintenant. Ouais, je vais t'appeler. Non, tu ne l'es pas. Tu viens de me manquer. Un appel d'accord. Ne me trouve pas ou ne m'envoie pas de SMS. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. J'ai dû dire environ 5. Je devais être comme blablabla. Chris lui donne 5 000 € pour son silence. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? T'ont-ils demandé si tu étais impliqué? Ouais, en quelque sorte. Quelque chose comme ça. Alors, qu'as-tu répondu? Alors, où t'ont-ils emmené? Ils m'ont emmené à mon studio. Tu m'as dit que tu étais sur le point d'être confisqué, c'est venu comme ça. J'étais prêt pour ça, mais en réalité, je ne l'étais pas vraiment. Alors pourquoi tu t'enfuis? Non, ils continuent de venir chez moi. As-tu emmené ton téléphone quelque part, dans l'autre? Ouais? Les détruits. Tu m'as dit de le détruire, oui, et il y a quelque chose de tout à fait. Et tout as-tu jeté? Oui, je ne suis pas. L'as-tu jeté? Oui.
Vodafone. Maintenant, tu vois, d'accord. Donc, ils n'ont rien demandé à propos de moi, non. Ou si je suis impliqué dans quoi que ce soit. Oui, ils m'ont demandé. Mais maintenant, tu m'as appelé toute la journée et ils tracent mon téléphone. Je ne sais pas qui je pourrais appeler parce que je n'avais personne à appeler. Je sais, d'accord. Mais maintenant, tu dois le détruire et je dois leur dire que tu m'appelles. Sinon, ils vont penser que je suis impliqué. Donc, tu dois détruire ce téléphone maintenant. Le téléphone et la carte Subscriber Identity Module. Mon garçon, les deux, ouais. La famille de Jade a été choquée en voyant ces images. Un innocent ne parle pas de détruire des téléphones et cartes Subscriber Identity Module. Que cachait-il ? Quelqu'un a dit quelque chose, ouais, c'est devenu un enlèvement, puis un meurtre, au lieu de simplement le faire passer pour un vol à l'extérieur de la maison. Puis, il discute des hommes engagés qui ont raté cet assassinat. Mais ils se sont enfuis, et combien d'entre eux, je n'ai pas besoin de ciseaux. Est-ce des gars noirs ou du vert coloré? L'argent est un gars noir. Et les autres, je ne sais pas s'ils n'ont aucun moyen là-bas, mais je connais les ciseaux, parce que je communiquais avec Ciseaux, tu sais. Mais je ne pense pas que Ciseaux travaillait seul. D'accord, écoute-moi. Je signalerai ton appel. Et ensuite, ils vont m'appeler. Non, mais tu vas détruire le téléphone. Donc, tu vas leur donner mon numéro? Ce numéro? Oui. J'ai enquêté. Si je leur mens, je serai arrêté. Donc, je te le dis. Dans une demi-heure, je vais appeler l'officier d'enquête. Bureau, il était chez moi. Maintenant, c'est pourquoi je ne peux pas te parler tout le temps. Et mon oncle est tout autour de moi. Donc, je vais lui dire que il est venu me voir. Il voulait emprunter de l'argent parce que les gens t'ont pris pour un interrogatoire, pour des stéroïdes. Nous devons aller nous cacher à Jeffries pour un moment et rester tranquille. Mais je ne peux rien faire maintenant. Je suis sous enquête, donc je ne peux pas juste donner de l'argent tout le temps. Tu dois détruire ton téléphone maintenant. Ouais. Et la carte Subscriber Identity Module. Et je vais dire que tu m'as dit aller à East London. Il parle de ça de manière très froide, comme une simple transaction commerciale. Ouais, je vais être bien tant qu'ils ne savent jamais pour nous. Tandour, je n'ai jamais jeté, seulement aidé avec une salle de sport. Je n'ai jamais rien fait avec toi. Je vais m'occuper de ta famille. Tu es dur. Bah d'accord. Donc tu dois disparaître pendant quelques mois, jusqu'à ce que cette chose se calme. D'accord. Donc je vais demander si j'ai besoin de quelque chose. Je vais juste t'appeler, non pas sur ce numéro. Combien de nouveaux numéros? Tu vas juste m'appeler une fois, puis tu vas attendre jusqu'à ce que j'obtienne un autre téléphone dans une certaine cour. D'accord, tout va bien, il y en a environ 5 là-bas. Débrouille-toi parce que je suis à bout maintenant, cette chose coûte beaucoup d'argent. La famille me regarde aussi. Oui, froid. Tout ce qui l'intéresse, c'est combien d'argent cela lui a coûté. Il ne sait pas que tout cela est enregistré et sera utilisé contre lui au tribunal. Faites-le à l'extérieur et prenez les sacs et les bagues. Ils n'ont pas pris la montre ou autre, ils ont juste parti. Ils ont tout laissé là, tu vois, donc on dirait un coup maintenant. Donc ils sont après moi et c'est pourquoi je ne peux pas te rencontrer comme ça devant les gens, d'accord? Ne m'envoie pas de SMS, ils surveillent les SMS à partir de maintenant. Tu me donnes juste un appel manqué sur ce numéro une première fois et jamais plus. Ne m'appelle jamais ou ne m'envoie de SMS à ce numéro parce qu'ils nous écoutent, d'accord? À la tienne. Cet enregistrement a été un choc total pour la famille de Jade, chez qui Chris vivait encore, peut-être pour garder un œil attentif et contrôler la situation. Chris a exposé ses plans avec une clarté glaçante. Il voulait que Lutando disparaisse, détruise son téléphone et sa carte Subscriber Identity Module et dise à la police qu'il n'avait rencontré Chris que parce qu'il quittait la ville, effrayé par un incident sans rapport. Le plus froid dans sa confession était son insistance à faire passer le meurtre de Jade pour un vol qui a mal tourné. Pourtant, lorsque le tueur à gages n'a pas volé ses bijoux ou sa montre, la scène ressemblait à un assassinat. Lorsque Chris a finalement été arrêté pour le meurtre de sa femme, sa famille a été complètement incrédule. Chris a clamé son innocence. Ignorant l'enregistrement accablant que les détectives avaient obtenu, la famille de Jade était dévastée alors qu'ils essayèrent de traiter la possibilité que son propre mari avait orchestré son meurtre. Sa mère Michelle se sentait coupable d'avoir pris soin de Chris après les faits. La sœur de Jade, Tony, a commencé à se remettre en question, se demandant si elle aurait dû prêter plus d'attention aux préoccupations de Jade concernant la relation. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Chris à organiser un acte aussi méprisable et impardonnable ? Dans l'ombre, Chris Panayotou avait une liaison avec son employé Chanel même avant de demander Jade en mariage. Bien qu'il ne soit pas clair quand son père, Costa Panayotou, a découvert l'affaire, des rumeurs circulaient parmi les employés du supermarché OK Grocer concernant la proximité non professionnelle entre Chris et Chanel.
Selon certains, après avoir appris cela, Costa aurait encouragé Chris à épouser Jade, espérant mettre fin à l'affaire, mais en vain. Il s'est trompé. Selon l'amie de Chanel, Clarice Cap, Chris a couvert les 2 femmes de sacs à main de marque, de montres et d'accessoires de coiffure de luxe et rendait souvent visite à Chris dans la maison de ville qu'il partageait avec Jade lorsqu'elle était absente. Malgré les inquiétudes concernant sa relation, Chris a quand même épousé Jade en 2013. Chanel Coutts a plus tard admis avoir eu une relation sexuelle avec Chris, qui a commencé avant ses fiançailles avec Jade et a continué après son mariage. Alors que Chris était économe avec Jade, tant en temps qu'en argent, il n'a épargné aucune dépense avec les 2 femmes, achetant même la nouvelle voiture, qu'il prétendait être un cadeau pour ses 10 ans de service chez OK Grosseur et non un geste personnel. En fait, les parents de Jade ont dû proposer d'aider avec certaines dépenses en remboursant son prêt automobile. Selon un proche, Costa a menacé de couper les vivres à Chris quand il a appris qu'il n'avait pas arrêté son aventure. La boîte de nuit de Chris ne rapportait pas assez d'argent pour couvrir à la fois ses dépenses extravagantes en Coutts et le style de vie qu'il partageait avec Jade. Costa le soutenait financièrement pendant qu'il essayait de rendre la boîte de nuit rentable, mais les dépenses somptueuses de Chris pour les femmes épuisaient ses ressources. Préoccupé par la menace de son père de le couper, Chris a accepté à contre-cœur de mettre fin à l'affaire. Évidemment, ça n'est jamais arrivé. Peu de temps après le meurtre de Jade, Chanel a dit que son amie, Clarice K, lui avait dit que des rumeurs circulaient à propos de sa liaison avec Chris. Cela a poussé Chanel à demander à Clarice K de supprimer toutes les photos de Chris de son téléphone. Elle et Chris ont tous 2 effacé leur propre téléphone, convenant d'être honnêtes sur leur relation tout en gardant leurs conversations privées hors de la vue du public. Cela soulève une question majeure. Que savait Chanel du plan sinistre de Chris ? Elle était sa maîtresse, mais elle prétend ne pas avoir eu connaissance de ses intentions meurtrières. Le plan était que Jade soit abattue en attendant son ami, Charis. Chris n'a pas seulement organisé le meurtre de sa femme, mais il n'a eu aucun égard pour la sécurité de Charis Swanepoel. Si elle était arrivée pendant le coup, elle aurait pu devenir une autre victime. Quoi qu'il en soit, Chris savait que Charis risquait de trouver le corps de son ami ce matin-là, et cela ne l'a pas dissuadé. Sion avait contacté plusieurs individus pour agir en tant que tueur à gages, y compris un nommé Trompé. Finalement, cependant, il a embauché un homme nommé Sizwezake Vumazonke, identifié par les registres de téléphone portable comme étant celui qui a commis le meurtre. Chris n'a communiqué directement qu'avec Sion, tandis que Sion avait conclu un accord avec Vumazonke, qui à son tour a constitué sa propre équipe. En utilisant les registres téléphoniques de Vumazonke, la police a pu retrouver 2 autres hommes impliqués dans le crime. Sinetemba Nemembe et Zolani Sibeko, tous 2 recrutés par Vumazonke pour aider à commettre le meurtre. Pourtant, ce bruit supplémentaire a finalement créé assez de commotion pour ramener les détectives à Sioni, leur premier maillon de la chaîne. Sizwezake Vumazonke n'était pas étranger au crime. Il était en liberté sous caution pour un vol à main armée commis en décembre 2013 et avait une condamnation de 2011 pour vol et possession d'armes à feu volées. Condamné à 5 ans, il n'a purgé que 2 ans et demi. Le 3 mai, Sizwe Vumazonke a été retrouvé et arrêté dans la province du Cap-Oriental sur la base d'informations fournies en premier lieu par Sioni. Bien que les images vidéo impliquant Chris étaient liées précieuses, la police avait besoin de plus pour garantir une condamnation solide. Sayoni a accepté de témoigner contre Chris en tant que témoin de la section 204, un témoin clé immunisé contre les poursuites en échange de leur témoignage à condition qu'ils suivent en cours. Cette immunité n'est garantie qu'après le témoignage d'un témoin, et si celui-ci refuse ou modifie son récit, l'accord est révoqué. Vumazonke a utilisé une voiture de location pour commettre le crime. Le 9 mars 2015, il s'est rendu chez Zems Wheels and Deals, un magasin de location de voitures, et a parlé avec la propriétaire, Madame Zolfa McCarthy, de la location d'un véhicule. Zolfa a confirmé qu'il avait loué une Toyota Etios en présentant une pièce d'identité, un relevé bancaire pour justifier de son adresse, et en payant 3 500 en espèces. Heureusement, ce véhicule, avec la plaque d'immatriculation FEAMA 661, était équipé d'un système de suivi que les détectives ont utilisé pour retracer ses mouvements le jour du crime. En suivant les mouvements du véhicule, ils ont découvert qu'il avait été garé près de la maison de Jade et Charissa plusieurs fois dans les jours précédant le meurtre. Ce détail dessine un tableau glaçant de harcèlement prémédité. Jade était surveillée, sa routine étudiée, alors que les hommes se préparaient à frapper quand elle s'y attendait le moins.
D'autres preuves ont révélé que le téléphone de Vumazanki montrait lui et son équipe à plusieurs reprises à l'école où travaillait Jade. Leur présence suggérait un niveau de planification méticuleux et inquiétant, visant à trouver l'occasion parfaite pour exécuter le coup. Le jour du crime, la Toyota Etios a été capturée par le tracker à l'extérieur du complexe de Jade, tournant plusieurs fois autour de sa maison de ville avant 6h26 du matin. À ce moment-là, le véhicule a soudainement accéléré vers l'entrée, marquant une pause momentanée avant de s'éloigner rapidement. Cette chronologie coïncide avec le dernier échange de messages textes entre Jade et Charis. Jade n'a jamais répondu au dernier message car elle avait déjà été enlevée. Lors de la saisie du véhicule par la police, une enquête médico-légale poussée a révélé des traces de sang dans le coffre malgré le nettoyage de la voiture. Bien qu'il n'ait pas pu confirmer qu'il s'agissait de celui de Jade. Il croyait avec une grande certitude que c'était ce sang qui suggérait que Jade avait subi des blessures pendant son enlèvement, saignant probablement dans le coffre pendant son abduction. Elle a été frappée à la tête, jetée dans le coffre et ses doigts ont été écrasés lorsque le coffre a été fermé. Le saignement aurait pu provenir de sa blessure à la tête ou de ses doigts. Les relevés téléphoniques ont consolidé le dossier. Vumazanki, accompagné des membres de l'équipe Namembe et Sebeko, avait des relevés téléphoniques qui correspondaient au mouvement de la Toyota Etios, ajoutant une autre couche de preuves accablantes contre eux. Toutes les parties arrêtées se sont vues refuser la caution, en particulier Chris, que le tribunal a considéré comme un risque d'évasion significatif en raison de la richesse de sa famille et de ses connexions à l'étranger. Un témoin, Zolika Sekani, la tante de Vumazonke, a fait part d'un récit glaçant. Elle a expliqué que pendant la semaine du 21 avril 2015, son neveu est arrivé chez elle, visiblement ébranlé et ayant l'air malade. Un sangoma, ou guérisseur traditionnel, Zolika a dit que Vumazonke a demandé un nettoyage rituel connu sous le nom de lavage pour se débarrasser du traumatisme. Il a avoué à sa tante qu'il avait commis un meurtre et qu'il avait besoin de guérison pour le dépasser. Horrifié, Zolika a refusé. L'horreur d'enlever et de tuer une femme innocente de sang-froid qui aurait pu supplier pour sa vie dans ses derniers moments semble avoir laissé une empreinte, même sur un criminel de carrière comme Vumazanki. Le 7 septembre 2016, quelques mois avant le procès, Vumazanki a été précipité de sa cellule de prison à l'hôpital, se plaignant de douleurs abdominales sévères. Il est décédé plus tard le même jour. Des spéculations médiatiques ont suggéré qu'il avait été empoisonné pour l'empêcher de témoigner. Toutefois, ces allégations n'ont jamais été prouvées. Pour la famille de Jade, la perte de son témoignage a été une déception. En octobre 2016, plus d'un an après le meurtre de Jade, le procès de Chris Panayotou, Sintemba Nemembe et Zolani Subiko a commencé. Ils ont été accusés de conspiration en vue de commettre un meurtre, d'enlèvement, de vol avec circonstances aggravantes et de possession illégale d'une arme à feu et de munitions. Chris a également été confronté à une accusation supplémentaire pour tentative de destruction de preuves. Tous les trois ont plaidé non coupables. La défense a soutenu que la conversation enregistrée par Chris dans la voiture était un piège et a cherché à la faire rejeter, mais le juge l'a jugée recevable, notant qu'il n'avait pas été contraint de la faire. Le témoin principal de l'accusation a ensuite témoigné. L'Utando Sioni était censé être l'arme fumante, mais il a surpris tout le monde lorsqu'il a pris la parole. Il a rétracté toute sa déclaration, affirmant que la police l'avait agressé et menacé. Il a été contraint de rencontrer Chris pour l'enregistrement. Il a prétendu n'avoir aucune idée que Jade aurait été tuée et a nié toute implication dans l'embauche d'un tueur à gages. Compréhensiblement, cela a secoué la salle d'audience et a énervé le parquet. Des enregistrements téléphoniques clairs existaient entre lui et le tueur à gages, ainsi que des informations sur son intention de l'embaucher. La procureure de l'État, Maria Stander, a demandé à révoquer le statut d'immunité de la section 204 de Tchioni, qui le considère désormais comme un témoin hostile. Mais pour aggraver les choses, Sion n'était pas le seul témoin à avoir changé son histoire. Sa petite amie, Babalwa Breakfast, a aussi changé sa première déclaration. À l'origine, elle avait dit à la police qu'en avril 2015, Sion lui avait mentionné qu'il avait trouvé quelqu'un pour exécuter un contrat. Elle prétendait qu'il lui avait montré un sac contenant 85 000 rands, soit environ 4 500 $. Il les avait même divisés en piles de 30 000 et 50 000 rands. Mais ensuite, elle a nié toute connaissance de la déclaration sur le stand. Elle a immédiatement été accusée de parjure ou de mensonge sous serment et arrêtée.
C'est parce que le jour où Jade a disparu, les registres montrent que Chris est allé à sa boîte de nuit et a désactivé l'alarme vers 11h30 du soir. C'est à ce moment que les procureurs ont supposé qu'il avait remis à Sion le sac d'argent que Miss Breakfast avait mentionné dans ses déclarations initiales. Lorsque la maîtresse, Chanel Coutts, a pris la parole, elle a témoigné qu'elle avait eu une relation avec Chris Panayiotou. Chanel a nié avoir connaissance d'un complot visant à tuer Jade. Elle a été interrogée sur sa relation avec Chris, qui semblait généreuse financièrement. Cependant, finances à part, ces relevés téléphoniques ont dû susciter quelques interrogations, car l'un des hommes potentiels que Sion avait contacté en tant que tueur à gages, trompé, avait déjà été en contact avec Chanel auparavant. En fait, les relevés téléphoniques indiquent qu'il avait été en contact avec Chanel 19 fois entre septembre et octobre 2014. Cela soulève une question. Était-elle au courant et impliquée dans le complot visant à tuer Jade ? Comme il n'y avait pas de preuves directes liant Chanel au crime, à ma connaissance, aucune accusation n'a été portée ou n'est en cours contre elle. Kevin McLaughlin a témoigné qu'il prévoyait d'ouvrir une chaîne de bars sportifs avec Chris, mais qu'il avait besoin de 750 000 rands de Chris pour conclure l'affaire. Le mariage de Chris et Jade était clairement une mascarade et le divorce aurait été onéreux. Il n'aurait jamais pu se permettre une chaîne de bars sportifs alors. Était-ce l'un des motifs pour Chris ? Contrairement à l'image publique de leur mariage, le tribunal a révélé un couple en décalage. Jade voulait que les choses fonctionnent, croyait en son mariage et en leur avenir, mais elle ne comprenait pas pourquoi Chris avait été distant. Dans son journal, elle écrit « Je ne suis pas une personne irréaliste et je sais que l'amour n'est pas ce qu'il semble être dans les films, mais je ne ressens pas l'amour dont je rêve. Je suis jaloux quand je vois des gens vivre la vie dont je rêve si désespérément. Je veux une vie normale, un mari qui rentre à la maison à une heure normale, qui a un travail normal et qui prend du temps pour sa femme et sa famille. Quelqu'un qui ne me cache pas ou ne se cache pas, qui met toujours sa femme en premier, qui peut comprendre et voir que posséder tout l'argent du monde n'est pas aussi important que de construire une vie avec sa femme. » Elle réfléchit ensuite sur sa vie et dit « Je ne sais pas si je peux vivre cette vie. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore. Pourquoi ne suis-je pas la prunelle des yeux de mon mari et pourquoi me cache-t-il autant de choses? Et pourquoi est-il impossible de communiquer avec lui? Il semble que Jade ne se sentait tout simplement pas aimée et c'est tout ce qu'elle voulait vraiment. Elle termine l'entrée avec ce que je considère comme de la poésie tragique de l'âme. J'aimerais rire autant que je pleure et sourire autant que je fronce les sourcils. La note montre comment, malgré tout l'amour et le bonheur qu'elle diffusait, elle aspirait et ressentait combien son propre mari lui manquait. Elle semble très seule. Elle avait également confié à Charis qu'elle voyait rarement son mari et qu'elle partait pour le travail alors qu'il revenait de la boîte de nuit, et quand elle rentrait à la maison, il partait pour le travail. Ce cycle se répétait presque tous les jours. Bien sûr, Chris trouvait du temps, mais il le faisait pour Chanel. L'accusation a soutenu que Chris ne voyait pas le divorce comme une option, non pas à cause de la pression de sa famille, mais simplement parce que cela lui aurait coûté financièrement plus cher que de mettre fin à la vie de Jade. En fait, contrairement à son éloge funèbre, gérer Jade n'était pour lui rien de plus qu'une transaction financière. Sa famille l'a traité comme leur propre fils. Le père de Jade, Derek, a dit au tribunal « Oui, c'était un ami et je le considérais comme un bon homme ». Les parents de Jade ont mis de l'argent pour leur nouvelle maison, les ont aidés à payer la voiture de Jade, et quand Derek a construit un bar pour Chris dans sa boîte de nuit, il ne lui a pas facturé un centime, parce qu'il a déclaré que Chris était son propre enfant, et qu'il ne peut pas demander d'argent à son propre fils. Quand Jane a disparu, ils ont accueilli Chris chez eux, se sont occupés de lui, et se sont inquiétés pour lui. Les Ing ne pouvaient pas croire que tout ce temps, le meurtrier de leur fille bien-aimée vivait avec eux depuis le début. Pendant ce temps, Chris était toujours au téléphone. Ils ont supposé qu'il demandait de l'aide pour Jade, mais ils ont ensuite réalisé que c'était Chris qui s'inquiétait de couvrir ses propres traces. Je ne peux imaginer la trahison qu'ils ont dû ressentir. Le verdict. En 2017, le juge Dialine Shetty a rendu le verdict. Jade ignorait joyeusement que l'homme avec qui elle avait fait une offre avait mis en marche un processus qui allait finalement la conduire à sa mort. Lorsque la vidéo a été diffusée dans cette même salle d'audience et que sa participation au meurtre a été révélée, il est resté nonchalant.
peut-être que pour lui c'était juste une affaire, étant donné son acuité pour cela. En conséquence, les accusés sont condamnés comme suit. Sur le premier chef d'accusation, complot en vue de commettre un meurtre, l'accusé numéro 4 écope de 15 ans de prison. Sur le deuxième chef d'accusation, vol avec circonstances aggravantes, l'accusé numéro 3 est condamné à 15 ans de prison. Pour le meurtre de Jade, le quatrième chef d'accusation, les accusés numéros 1 et 3 sont condamnés à perpétuité. L'accusé numéro 3 est condamné à 15 ans de prison. Sur le quatrième chef d'accusation, le meurtre de Jade, l'accusé numéro 1 et l'accusé numéro 3 sont condamnés à la réclusion. Non. Zulani Sibiko a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et condamné à 15 ans. Tintamba Nimembe a été reconnu coupable de vol avec circonstances aggravantes et de meurtre et a reçu une peine de prison à vie. Chris Panayatu a été reconnu coupable de meurtre et condamné à perpétuité. La sœur de Jade, Tony, a lu les déclarations d'impact sur la victime, exprimant son chagrin et sa colère, disant qu'aucune peine ne sera jamais suffisante. Aucune peine ne remettra jamais ensemble les pièces endommagées de notre vie. Elle a critiqué l'avocat de la défense Terry Price pour son manque de respect envers la famille pendant le procès. Sion, qui avait fui après avoir été déclaré témoin hostile, a été attrapé 6 mois plus tard. Quand il a été appréhendé, il était au lit avec une autre femme. Chris, déjà emprisonné, était présent lors de son nouveau procès en 2021. Ici, il s'est finalement excusé auprès de la famille et des amis de Jennings. Il a avoué avoir commis le crime à cause de la pression dans sa vie privée. Mais la famille de Jade a rejeté ses excuses comme étant trop peu, trop tard, car ils ont dû souffrir de moments contentieux lors du premier procès. Séparément, 3 mois après le premier procès, Nmembe a également été reconnu coupable du meurtre et du vol de Denise Weber, âgée de 78 ans. En 2019, la nouvelle a éclaté que Costa Panayatu, le père de Chris, avait été abattu et tué devant son entreprise, OK Grosser. Son assistant, qui était avec lui à ce moment-là, a été enlevé, prétendument agressé, et plus tard relâché dans une zone rurale. La police a vite transmis l'affaire à l'unité de lutte contre le crime organisé, laissant penser à un assassinat ciblé. Chris s'est vu refuser la permission d'assister aux funérailles de son père. Jusqu'à présent, personne n'a été arrêté en lien avec le meurtre de Costa. Des rapports récents indiquent que la criminalité violente a augmenté dans toute l'Afrique du Sud. Selon le réseau d'information de la British Broadcasting Corporation en 2024, le taux de meurtre a augmenté de 77% par rapport à 2012. Pourtant, seulement 12% des affaires sont résolues. Les vols de voitures et les cambriolages sont monnaie courante et on peut apparemment engager des tueurs à gages pour aussi peu que $100, rendant la vie étonnamment bon marché. Je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas, mais à mes spectateurs sud-africains, restez en sécurité. Sur l'écran, vous trouverez d'autres affaires recommandées. N'oubliez pas de vous abonner et de donner un pouce en l'air à cette vidéo. À la prochaine, Victor!